Bien, Monsieur Tisseron, bonjour. Merci de nous faire le plaisir, l'honneur d'être présent à nos côtés cet après-midi. Nous avons ce matin parlé de cette première rencontre, de ce premier accueil qui est réservé aux personnes qui peuvent être confrontées à des situations d'illettrisme. Et on a vu à quel point les premiers mots, les premiers échanges peuvent nous permettre de créer un climat de confiance suffisamment clément pour que des personnes confrontées à cette situation aient envie de faire le premier pas vers des solutions qui leur permettent de réacquérir les savoirs de base. Alors vous avez consacré votre dernier ouvrage à l'empathie. On sait que l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, à éprouver ce qu'ils éprouvent, mais cette empathie, elle est parfois un peu mise à mal ou mise en sommeil. On est dans une société qui virtualise beaucoup les relations avec les autres, et puis certaines personnes ne maîtrisent pas les codes qui font qu'elles ont accès au numérique, par exemple. Et aidez-nous, Monsieur Tisseron, à réveiller l'empathie qui sommeille en nous. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez? Oui? Bien. Merci de cette invitation. Alors, oui, l'empathie, sans doute, vous pensez tous bien savoir ce que c'est, et peut-être vous êtes nombreux à penser que c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et que c'est plutôt une qualité teintée de bienveillance et d'altruisme. Alors, je vais vous montrer que si vous pensez cela, vous avez faux dans les deux cas. C'est-à-dire que se mettre à la place de l'autre, quand même, ne soyons pas trop orgueilleux. Hein, voilà. Moi, j'aurais bien de la peine à me mettre à la place de quelqu'un d'illettré. Je reconnais là ma grande difficulté à pouvoir ressentir ce qu'il ressent dans la complexité des situations qu'il vit. Et puis, si je me mettais complètement à sa place, pourrais-je l'aider? C'est même pas sûr. Hein, voilà. Donc, parce que je serais trop pris dans ses propres problèmes. Donc déjà, on va voir que ce n'est pas se mettre à la place de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis d'autre part, on va voir que l'empathie, c'est aussi une qualité complexe, enfin, c'est un ensemble de capacités complexes et qui peuvent aussi être mises au service de la manipulation. Alors, je vais utiliser un PowerPoint, je ne vais pas forcément vous parler de chacun des slides qu'il y a dedans, mais enfin, je pense que les organisateurs le mettront à votre disposition, puis on gardera un petit temps pour les questions. Voilà, donc la première chose, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est que l'empathie? Vous voyez, je vous mets, il vaudrait mieux penser les empathies. Alors, on a cru à un moment, vous en avez peut-être entendu parler, que c'était lié à des fameux neurones miroirs. En fait, aujourd'hui, les neurones miroirs, on pense qu'ils fonctionnent surtout quand on bâille en regardant quelqu'un bâiller ou quand on attrape un fou rire parce qu'au restaurant, la table d'à côté attrape un fou rire. Donc, autrement dit, les neurones miroirs, aujourd'hui, ils ont une capacité très réduite dans la construction de la relation empathique à l'autre. Et on sait aussi qu'inversement, l'observation, la mémoire, les connaissances, le raisonnement, tout ça joue un très grand rôle. Et vous voyez, comme on vit aujourd'hui à l'époque des neurosciences, on ne peut pas s'empêcher de passer une petite image du cerveau qui vous montre quoi? Qui vous montre que quelqu'un en situation d'empathie a plusieurs régions de son cerveau, vous voyez ici, qui sont actives. Donc ça veut dire que l'empathie, en effet, c'est une capacité complexe qui fait intervenir beaucoup de capacités mentales. On va voir dans quelques minutes ce qui la contrarie et ce qui peut permettre de la construire. Mais pour que vous compreniez la suite, il faut d'abord que vous compreniez mieux ce qu'est l'empathie. Et donc, j'ai commis un petit schéma, voyez, qui vous présente l'empathie sous la forme d'un bateau. Alors, au début, j'avais imaginé une pyramide et puis après une maison. Enfin, le bateau, c'est bien parce que toutes les maisons ont une coque, mais tous les bateaux, tous les navires ont une coque, mais tous n'ont pas des cabines des passagers. Et donc, en effet, cette coque, là, l'empathie directe avec ces trois niveaux en blanc, vous voyez, eh bien, c'est ce que nous avons tous du fait de notre capacité humaine à pouvoir le développer. Alors, c'est quoi en pratique? Vous voyez, déjà, c'est trois composantes. Alors, peut-être je vais vous le mettre, je pense que ça ne va pas trop vous gêner en anglais, parce que tous les travaux sont en anglo-saxon, donc au moins vous retrouvez les termes originaux. Et je vais vous les traduire, bien sûr. Donc, à l'étage du bas, vous voyez, c'est l'empathie émotionnelle. Elle apparaît à peu près aux alentours d'1 an. C'est la capacité de se mettre émotionnellement à la place, c'est la capacité de percevoir l'émotion d'autrui, pardon. Donc, par exemple, je vois que tu es content, je vois que tu es triste. Alors, c'est une capacité qui s'installe en principe chez tous les êtres humains, sauf certaines pathologies mentales comme l'autisme,
autisme, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est une capacité qui peut se perdre notamment du fait de maltraitance. Et on voit des fois des gens qui ont une très mauvaise appréciation de la mimique d'autrui, par exemple des gens qui se sentent menacés alors que personne ne les menace, et ils disent mais si cette personne m'a regardé, elle allait m'attaquer méchamment et tout, et on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont perdu la capacité d'identifier la signification des mimiques, parce qu'en situation de maltraitance, on réduit toutes les mimiques à 2 seulement, celles qui sont explicitement bienveillantes, et toutes les autres qui sont un peu ambiguës et qui sont assimilées à une agression potentielle. Donc c'est une capacité aux alentours d'1 an qui s'installe normalement, mais vous voyez qu'il peut être perdu, il faut être attentif à ça. Alors la deuxième dimension de cette coque que nous avons tous, c'est l'empathie dite cognitive, qui apparaît aux alentours de 4 ans et demi, c'est la capacité de pouvoir comprendre la cause des émotions d'autrui, en comprenant qu'autrui peut être content pour des choses qui, moi, me rendraient triste, et puis que des choses qui, moi, me rendraient content peuvent le rendre triste. Voilà. Et donc, ça apparaît aux alentours de 4 ans et demi, il faut aider l'enfant sur cette voie. Et puis, la troisième dimension de l'empathie, c'est une forme d'empathie qui va réunir les deux, parce que l'empathie émotionnelle, tout en bas, 1 an, elle n'est qu'émotionnelle. Ça veut dire qu'on peut complètement se laisser absorber par l'émotion de l'autre. Et l'empathie cognitive, elle n'est que cognitive. C'est pour ça que l'empathie cognitive peut être un puissant outil de manipulation. Je comprends ce que l'autre ressent, je comprends ce que l'autre éprouve, mais ça ne me fait ni chaud ni froid d'utiliser ce que je comprends pour le manipuler. Et donc l'empathie mature, sa expression communément admise, eh bien cette empathie mature, elle combine l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Et si on veut continuer à résumer les choses simplement, ça donne quoi? Empathie émotionnelle, par exemple, je vois que tu es content. Empathie cognitive, je comprends pourquoi tu es content, même si moi, ce qui t'arrive, ça ne me rendrait pas content. Et empathie mature, mais si j'étais à ta place, si j'aimais par exemple ce qui te rend content autant que toi, bien j'éprouverais la même satisfaction que toi. Oui. Ça, c'est l'empathie complète. Alors, elle a besoin énormément d'être aidée pour s'installer. On va voir dans quelques minutes comment. Et elle s'installe préférentiellement entre 8 ans et 12 ans. Alors, tout ce que je viens de vous dire peut s'installer à tout âge. Dieu merci. La plasticité mentale fait que nous avons jusqu'à notre mort des capacités d'apprentissage toujours renouvelées, même si elles se renouvellent moins vite dans le grand âge que dans la petite enfance, mais on reste toujours disponible à de nouveaux apprentissages. Mais donc l'empathie mature, elle se construirait plutôt entre 7-8 ans et 12-13 ans. Et on va voir que c'est en effet une époque où il est très important d'encourager cette capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Je comprends ce qui t'arrive et si j'étais à ta place, j'éprouverais la même chose. Donc vous voyez une petite région bleue devant qui est l'auto-empathie, mais c'est tout simplement la même chose pour soi. Être capable de reconnaître qu'on est content ou qu'on est triste, ce n'est pas toujours évident. Des fois, on n'est pas très clair de notre tête. Être capable de comprendre pourquoi on est en colère, par exemple, des fois c'est difficile, parce que quand on est en colère, on est en colère, et puis on prend la première raison qui nous tombe sous la main pour justifier notre colère. On ne cherche pas forcément à prendre du recul, à savoir pourquoi on est en colère. Et puis il faut quand même passer par cette phase-là pour arriver à cette empathie mature vis-à-vis de soi, qui est d'accepter qu'on puisse avoir des points de vue contradictoires. D'un côté, je pense que, mais d'un autre côté, je pense que. Si on n'accepte pas d'avoir des points de vue contradictoires à l'intérieur de soi, on ne peut pas comprendre que les autres aient des points de vue différents de soi. Et inversement, si on n'accepte pas que les autres aient des points de vue différents de soi, on ne peut pas accepter d'avoir à l'intérieur de soi des points de vue contradictoires. Les gens dogmatiques n'ont qu'un point de vue pour eux-mêmes et qu'un point de vue pour les autres. Les gens qui ne sont pas dogmatiques admettent la polyvalence des points de vue chez les autres et acceptent qu'ils sont partagés entre différents points de vue possibles. Voilà, donc ça c'est la coque. Et alors au-dessus, j'en parlerai pas, c'est la construction du sens moral, c'est l'empathie réciproque. Et puis l'empathie intersubjective, accepter que, si c'est quand même intéressant pour vous, l'empathie réciproque, c'est accepter que l'autre puisse s'estimer comme moi-même, puisse accéder au marché de la vie relationnelle, la vie sexuelle comme moi-même, et qu'il ait les mêmes droits que moi. Et puis l'empathie intersubjective, si ça peut vous intéresser aussi, j'en parle beaucoup avec les médecins, les infirmières. Ah ben voilà, le micro a changé. Et c'est l'empathie intersubjective, c'est le fait d'accepter que l'autre puisse m'informer sur moi de choses que j'ignore moi-même. C'est toute personne qui va voir un thérapeute l'accepte, mais dans la vie amicale et parfois dans la vie professionnelle, on est en situation aussi d'empathie intersubjective, accepter qu'autrui m'informe sur moi-même de choses que j'ignore moi-même. Voilà, donc maintenant, après qu'on a vu ça, on va mieux comprendre par quoi l'empathie est menacée. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à faire dans tous les domaines.
D'abord, qu'est-ce qui menace l'empathie? Les médias numériques. Alors, surconsommation télévisuelle dans la petite enfance, vous avez dû entendre parler récemment, il y a une campagne qui a été lancée, la surconsommation des médias numériques dans la petite enfance provoquerait l'autisme, enfin provoquerait des signes d'autisme. En fait, ça n'est pas démontré du tout, mais ce qui est bien démontré en revanche par les travaux d'une dame qui s'appelle Pagani, vous trouverez ça sur Internet, Pagani, eh bien ce qui est bien démontré, c'est que la surconsommation d'écran dans la petite enfance réduit les capacités d'empathie à l'adolescence. Les adolescents qui ont été des gros consommateurs, notamment de télévision aux alentours de 2 ans, ont moins de capacité d'identifier la mimique d'autrui. Ils se trompent sur la signification de la mimique d'autrui et ils ont beaucoup plus de difficultés à pouvoir se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Donc réduction de la capacité d'empathie. Ça a été largement démontré par les travaux de Pagani. Donc, vous voyez, tapez sur Internet, trouverez. Vous tapez, en fait, si vous voulez trouver l'étude de Pagani, vous tapez télévision bébé, télévision bébé Pagani, vous trouverez. Alors, deuxième problème avec les médias numériques, qui ne concernent pas seulement les tout-petits, c'est le fait que ces médias numériques, vous le savez, ils nous confrontent aujourd'hui à énormément d'images de catastrophes terribles, avec des gens en grande souffrance, en grand désarroi. Beaucoup d'images d'actualité aujourd'hui, notamment sur Internet, nous sont balancées par des gens qui ont un téléphone mobile et qui prennent des images au cœur de l'action. Et du coup, l'information change complètement de nature. Moi, quand j'étais enfant, les images qui nous arrivaient, elles arrivaient parce qu'elles étaient prises par des journalistes qui débarquaient en même temps que les sauveteurs, l'armée, pour venir en aide aux gens. Donc on avait à la fois des images de sauvetage et des images de grande détresse, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a surtout des images de grande détresse. Beaucoup moins dans un premier temps, les images de sauvetage ne peuvent venir qu'après. Et dans un premier temps, on peut être confronté à un grand sentiment d'impuissance. On a l'impression qu'on est submergé par des choses auxquelles on ne peut rien. On ressent avec les médias numériques toujours plus la souffrance du monde. On ne la comprend pas mieux, parce qu'elle nous est rarement expliquée. C'est compliqué, rarement expliqué, surtout sur Internet. Et en plus, on est confronté au fait qu'on n'y peut rien. Donc vous voyez que dans l'empathie, il y a quand même plusieurs dimensions. Je vous l'évoquais tout à l'heure, la dimension émotionnelle, la dimension cognitive, et puis avec l'empathie mature, la dimension d'action. Avec les médias numériques, la composante émotionnelle de l'empathie flambe, la composante cognitive stagne, et la composante d'action, elle est radicalement ignorée. Donc sentiment de fatigue, d'impuissance, de dépression, etc., repli sur soi, etc. Et puis les réseaux sociaux, les sites de rencontres en ligne, où on rencontre des gens à travers ce qu'ils affirment d'eux-mêmes, on n'en est jamais certain. Et puis la tentation, si tout d'un coup ils disent quelque chose qui nous déplaît, de zapper et d'aller voir un autre interlocuteur possible qui pourrait mieux correspondre à nos attentes. Donc là aussi, déréalisation de la relation et incapacité d'établir une relation véritablement empathique, qui nécessite pas forcément une présence physique, mais qui nécessite un approfondissement de la relation, une interrelation. Alors, deuxième risque autour de la construction de l'empathie, l'endoctrinement idéologique précoce. Tous les groupes totalitaires ont toujours mis le paquet sur la tranche 8-12 ans. Ils ne connaissaient pas les travaux actuels sur l'empathie, mais intuitivement, ils avaient compris. Si un enfant est élevé dans un point de vue unique entre 8 et 12 ans, il va lui devenir très difficile d'acquérir la multiplicité des points de vue après. On y arrive toujours, mais vous avez dû entendre dire que c'est plus facile de retourner une personnalité dogmatique et radicale, la faire changer de camp, que faire en sorte qu'elle cesse d'être dogmatique et radicale. Toute l'histoire des conflits est pleine de gens qui sont retournés, mais qui restent tout autant dogmatiques et radicaux dans un camp que dans l'autre. Donc on aboutit même à l'idée qu'il y aurait un droit de l'enfant, vous voyez, à être sensibilisé au changement de perspective émotionnelle, notamment entre 7 et 12 ans. Et ça va se faire, on va voir dans quelques minutes, même à l'école, puis en famille. Voilà, donc les conditions sociales, là aussi, elles jouent un rôle sur l'empathie. Alors pourquoi ? Parce que quand il y a insécurité physique, insécurité psychologique, chacun est tenté de réduire son empathie aux personnes qui lui semblent le plus lui ressembler. C'est ce qu'on appelle le biais de familiarité. Et ce biais de familiarité fait qu'on n'a pas moins d'empathie, mais qu'on réserve l'empathie pour nos proches. Ainsi, si on vit en paix avec tout le monde et très sécurisé, on aborde des gens très différents de nous, détendus, ouverts et réceptifs à eux. Et puis si on se sent insécurisé, malmené par la vie, ou par sa hiérarchie, eh bien on va réduire sa familiarité, on va réduire son empathie aux gens qui nous semblent le plus nous ressembler. Les conditions professionnelles, traditionnellement, toutes les institutions établissent des barrages
censé être étanche entre les intervenants d'un côté et les usagers de l'autre. Vous savez, tous les problèmes qu'il y a eu pendant un temps quand il y avait des histoires amoureuses entre des enseignants et des étudiants, des patients et des membres du corps médical ou des infirmières. Bon, c'est quelque chose qui est en train d'être réduit, heureusement, mais traditionnellement, toutes les institutions visent à établir des barrières très étanches entre eux et nous. Et alors, avec un problème que je décris largement dans mon dernier bouquin, qui est le conflit d'empathie, c'est-à-dire que pour des personnes qui veulent continuer à témoigner leur empathie pour les usagers, mais s'il y a beaucoup, notamment dans les milieux médicaux, s'il y a beaucoup de travail, ben la tentation, c'est aussi parfois de se dire, ben oui, mais si je continue à m'occuper aussi bien des patients que ce que j'ai toujours fait, eh ben, je vais m'occuper de moins de patients, parce que moins de patients que ce que mon chef me le demande, ça prend du temps. Donc mes collègues vont devoir s'occuper de plus de patients, et donc si j'ai un peu d'empathie pour mes collègues, je vais m'occuper un peu moins bien de mes patients pour m'occuper d'un peu plus de patients. Et ces conflits d'empathie sont absolument ravageurs s'ils ne sont pas explicités, parce que quel que soit ce que les gens fassent, ils se sentent toujours affreusement coupables de ce qu'ils font. Et puis des émotions négatives qu'on se cache à nous-mêmes, et notamment le désir d'emprise, qui est toujours très important, voilà, dans le corps médical, mais dans toute relation enseignante, il y a quand même l'idée que tu apprendras, mon salaud, voilà, et tu sauras par connaître ce que je veux que tu connaisses. Voilà. Mais non, ça, il faut y renoncer. Les gens auxquels on apprend le mieux du monde peuvent parfois ne pas apprendre avec nous et apprendre avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire, ou même tout seul, ça ne veut pas dire qu'on a perdu son temps, mais justement, il faut être capable de reconnaître que, voilà, comme je dis toujours aux médecins, voilà, vous soignez les gens, mais c'est les gens qui guérissent. Voilà. Aux enseignants, vous enseignez, mais c'est les élèves qui apprennent. Donc, c'est eux qui décident en dernier recours de ce qu'ils ont envie, de la manière dont ils ont envie d'évoluer et du moment où ils ont envie d'évoluer. On a parfois des très heureuses surprises, des gens qui semblent ne pas avoir bénéficié de ce qu'on leur a apporté, puis on s'aperçoit après coup qu'ils en ont beaucoup bénéficié, mais à condition d'avoir renoncé à un moment à ce qu'ils évoluent forcément en temps et en heure comme on aimerait qu'ils évoluent. Alors, construire l'empathie, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Alors, on va voir ça rapidement. Vous voyez, dans la vie quotidienne, institution de soins, école. Alors, la vie quotidienne, c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus, parce que vous n'êtes pas engagé dans le milieu, exactement dans le milieu scolaire ou sanitaire. Mais dans la vie quotidienne, il y a quand même beaucoup d'activités aujourd'hui dont on sait qu'elles encouragent l'empathie dans sa forme complète, c'est-à-dire avec le changement de perspective émotionnelle. La lecture de romans de fiction. Ça a l'air de rien, mais quand on lit un roman de fiction, on est confronté alternativement à des points de vue différents. Il y a même maintenant des romans de fiction, c'est un monsieur et une dame qui se rencontrent au début du livre, puis chapitre 1, c'est comment la dame perçoit la première rencontre, chapitre 2, comment le monsieur perçoit la première rencontre, chapitre 3, comment la dame perçoit la deuxième rencontre, chapitre 4, comment le monsieur perçoit la deuxième rencontre, ainsi de suite. Donc on est amené à constamment changer de point de vue, mais même sans aller jusque-là, la lecture de romans de fiction encourage le changement de point de vue. On est amené à s'identifier émotionnellement à plusieurs personnages. Ce que ne font pas les jeux vidéo dans l'état actuel des choses. Au contraire, c'est l'action qui est privilégiée. On va délivrer la princesse et pour ça, il faut flinguer tous les gardes. Alors que dans les romans de fiction, si on va délivrer la princesse, on est régulièrement invité à lire les états d'âme de la princesse qui désespère que le prince charmant n'arrive pas suffisamment rapidement. Et donc, du coup, on change de point de vue émotionnel. Alors les œuvres d'art, l'éducation artistique et culturelle, qui est un truc formidable. Voilà, je dis toujours aux politiques, renoncer à l'éducation morale à l'école et faites de l'éducation artistique et culturelle. Le problème de l'éducation morale, c'est qu'elle risque de fabriquer des petits psychorigides. On leur dit comment il faut penser, voilà, c'est très dangereux. Et l'éducation artistique et culturelle, c'est formidable à partir du moment où des enfants sont confrontés à des œuvres d'art différentes. Alors, empathie émotionnelle, en regardant un tableau, en écoutant une musique, forcément on vibre un peu comme le créateur a pu vibrer lui-même, voilà, développer sa capacité de vibration intérieure, son disponibilité émotionnelle. Empathie cognitive, on est aidé par l'enseignant pour comprendre à quel moment l'auteur a fait ça, où et dans quel pays peut-être il se trouvait, quelle était sa situation personnelle, dans quel régime politique il vivait, voilà, parce que ça fait aussi partie des contraintes sur la création artistique. Et puis, les enfants, après, peuvent dessiner, ils peuvent échanger et ils découvrent des points de vue différents du leur. Donc, l'éducation artistique et culturelle, bien menée, elle réunit l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive et le changement de perspective émotionnelle.
Le jeu théâtral, même chose, à condition de changer de rôle. C'est-à-dire si vous... Pas le jeu théâtral pour monter une pièce de fin d'année, hein, mais le jeu théâtral où, à partir d'un petit canevas, chacun est invité à jouer alternativement chaque rôle de manière à changer de point de vue. Être tantôt celui qui trompe et tantôt celui qui est trompé. Voilà. Et puis les fameux débats contradictoires, hein, voilà, dissoi logoi d'Aristote. Vous voyez, on n'invente rien, mais voilà, la nécessité, on pourra le dire aussi pour l'école, mais la nécessité de le développer, mais dans les familles, dans les institutions, développer les débats contradictoires. Voilà, dans la vie quotidienne, le travail sur les émotions, on connaît le désir d'emprise, les émotions négatives, le renoncer à l'idéal, hein, ça, c'est jamais facile, hein, on est tous piégés par ça. Voilà, renoncer à l'idéal, vous savez, comme dit l'Évangile, ce qu'on ne peut pas atteindre en marchant, rien n'empêche de l'atteindre en boitant. Voilà, mais même on peut ne pas l'atteindre du tout, mais pourvu qu'on soit dans la bonne direction, ben, nos successeurs, sans doute, suivront le même chemin et arriveront là où nous ne sommes pas arrivés. Donc renoncer à l'idéal de perfection, hein, bien sûr, et pour soi et pour les autres. Mais là encore, voyez, on rejoint cette idée que les choses ne se mettent bien en place dans nos relations aux autres, qu'elles se mettent d'abord en place dans nos relations à nous-mêmes. Accepter la réciprocité, voilà. Moi, je comprends que à la Révolution, des miséreux aient coupé la tête de leurs bienfaiteurs. Vous avez des nobles qui, quand même, étaient aussi des bienfaiteurs, ont coupé la tête, mais parce qu'il n'y avait pas de réciprocité. Ah, mon brave, tenez, merci beaucoup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, rien, mon brave, vous savez, rien. Non, ça crée la haine. Donc, il faut accepter un principe de réciprocité. Vous aidez quelqu'un d'une manière qui vous paraît vraiment très importante, vous lui avez apporté un truc essentiel, vous vous dites formidable, grâce à moi il a changé complètement, et il vous apporte 1 kilo de pommes pour vous remercier. Oh, vous dites un grand merci. Voilà, donc, parce qu'il y a la nécessité de ne pas établir une réciprocité forcément quantitative, mais une réciprocité de gestes. Alors en institution de soins, vous voyez, c'est assez exigeant, on en est loin, créer des espaces de parole, de jeu. On commence à y venir quand même autour de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, voilà, dans les institutions soignantes. Mais c'est toujours l'idée, vous voyez, de créer des espaces dans lesquels chacun est invité à changer de point de vue, c'est-à-dire à prendre, par exemple dans le jeu théâtral, pendant quelques minutes, la place de l'autre, de manière à éprouver, à tenter d'éprouver, on n'y arrive pas toujours, tenter d'éprouver émotionnellement ce que l'autre éprouve, s'en rapprocher tout au moins, et puis changer de place. Voilà, et à l'école, le travail collaboratif, le tutorat, la pédagogie de projet, des choses dont on parle beaucoup, puis une activité que j'ai proposée qui s'appelle le jeu des 3 figures. Voilà. Donc, comme j'ai été un peu vite et j'espère pas trop elliptique, on a quelques minutes pour des questions, donc merci de me les poser, merci de votre attention. Monsieur, il y a un monsieur qui lève la main, juste, vous êtes passé à côté, monsieur, là. Oui. Non, mais un micro, c'est bien. Merci. Bonjour, monsieur, lieutenant-colonel Bourdette de la direction du service national et de la jeunesse. Je voulais simplement revenir sur un de vos points. Vous dites à un moment, il faut renoncer à son idéal. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce que vous pouvez expliciter ce terme qui va à l'encontre de ce que je pensais? Alors, oui. Alors, je l'étais un peu vite, mais je me suis corrigé après. Renoncer à l'idéal de perfection. Renoncer au fait qu'on puisse un jour être aussi performant, aussi efficace que ce qu'on rêve de l'être. On essaye, mais il faut en même temps savoir qu'on n'y arrivera jamais. Parce que si on pense qu'on y arrivera, on finit par croire que c'est la faute des autres si les choses ne se passent pas comme on voudrait. Parce qu'à force de croire qu'on va y arriver parfaitement, il y a un moment où on se dit ben ça y est, moi j'y arrive, et pourquoi les autres alors ça ne marche pas? Donc la tentation, c'est de faire peser aux autres la responsabilité d'une situation qui ne s'est pas établie comme on le voudrait. Donc ce n'est pas renoncer à son idéal au sens où on a chacun un idéal qui nous porte, mais c'est renoncer au fait que cet idéal, on puisse un jour
l'avoir atteint, y coller et s'enorgueillir en quelque sorte de l'avoir atteint. Voilà. L'idéal est toujours devant nous. Alors en même temps, vous dites, me permet d'ajouter quelque chose, c'est qu'on a tout intérêt à se choisir en même temps des idéaux inaccessibles. Voilà. C'est une erreur de se fixer comme idéal je sais pas moi, d'avoir une salle de bain carrelée en marbre, parce que le jour où on finira par l'avoir, ce sera un peu la catastrophe. C'est Amélie Poulain. donc voilà, fixer des idéaux très élevés, très importants, mais savoir que de toute façon, on les a choisis parce qu'ils sont élevés, parce qu'ils sont inaccessibles, on y travaille, mais on reste toujours en travail et on renonce, encore une fois, pas à l'idéal lui-même, excusez-moi, mais au fait d'être capable d'y coller un jour. Voilà, on reste toujours en travail, en recherche, en attente, et en travail solidaire avec d'autres pour l'atteindre ensemble. Oui, merci beaucoup pour ces éclairages qui sont passionnants. En regardant les deux titres qui sont à l'écran, Empathie et Manipulation, les pièges de la compassion, je me demandais s'il y avait une différence entre empathie, qui est une catégorie moderne, contemporaine, et compassion, qui est une catégorie bien plus ancienne. Alors, il reste 2 minutes, 3 minutes. Alors, c'est un problème assez compliqué. Alors, vous avez vu que l'empathie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, enfin, même si je ne l'ai pas dit, mais vous avez pu le comprendre, c'est quelque chose qui est assez rigoureusement bien défini. Alors, certains auteurs réservent le mot d'empathie à la coque en bas et refusent le mot d'empathie pour la construction morale au-dessus, les cabines des passagers et la cheminée, symbolisées dans ce dessin. Mais en tout cas, les différentes composantes de ce qu'on met sous le mot d'empathie sont assez bien précisées. Le mot de compassion, en revanche, je ne dis pas qu'il est mal précisé, mais le problème, c'est qu'il a 2 définitions très différentes. Alors, la première définition du mot compassion, c'est la définition traditionnelle dans notre culture, qui est issue de la tradition latine, compatio, souffrir avec, et qui a donné compassion en anglo-saxon, en anglais puis en américain. Et quelle est la définition de ce mot, tradition latine anglo-saxonne? Compatio, c'est-à-dire souffrir avec, ça veut dire que c'est cette forme particulière d'empathie qui consiste à souffrir de la souffrance de quelqu'un. Donc vous pouvez vous réjouir de la joie de quelqu'un, c'est une forme d'empathie. Vous pouvez être honteux de la honte de quelqu'un, c'est une forme d'empathie. Vous pouvez souffrir de la souffrance de quelqu'un, c'est la compassion. Donc ça, c'était la seule définition accessible sur le marché européen jusqu'à l'arrivée des moines bouddhistes, chassés du Tibet, moines bouddhistes tibétains, qui ont proposé une autre définition du mot compassion, mais hélas, à mon avis, sans définir précisément, enfin sans expliquer précisément le changement de définition. Alors leur définition à eux est très différente de la définition anglo-saxonne compassion, souffrir avec, puisque pour eux, la compassion, en fait, elle s'assimile à une forme d'empathie complète. Donc il ne faut pas vous étonner que quand, par exemple, Mathieu Ricard parle d'empathie, il invoque toujours le risque que l'empathie, pour lui émotionnelle, submerge celui qui est en empathie, parce que pour lui c'est empathie émotionnelle, d'émotion, et puisse conduire même à une forme de burn-out. Et donc au contraire, Mathieu Ricard dit que pour dépasser l'empathie qu'il assimile à l'empathie qu'il considère uniquement dans sa composante émotionnelle, il faut développer la compassion, qui recouvre un petit peu finalement ce que je vous ai évoqué de l'empathie mature. Alors il n'y a pas que moi qui dis ça, je vais vous donner un exemple, c'est que Figley, qui est un auteur américain, a écrit un livre qui s'appelle Treating Compassion Fatigue, ou Fatigue Compassion. Enfin, c'est soigner la fatigue de compassion. Alors pour Figley, qui a beaucoup travaillé avec les équipes médicales américaines, il a constaté que des équipes médicales qui étaient dans la compassion, Treating Fatigue Compassion, qui étaient dans la compassion, risquaient le burn-out. Et quelle est la solution proposée par Figley? C'est de développer l'empathie complète, c'est-à-dire l'empathie mature. Donc Figley dit, sortons des dangers de la compassion, développant l'empathie. Et si vous lisez Mathieu Ricard, qui s'intéresse aussi aux situations de soins au risque de burn-out, les mots sont complètement inversés. C'est sortons des dangers de l'empathie
qui risque d'entraîner le burn-out en développant la compassion. Chez l'un, on sort de la compassion en développant l'empathie, chez l'autre, on sort de l'empathie en développant la compassion. Mais c'est exactement la même chose. Il n'y a que les mots qui changent. Voilà. Donc le mot de compassion, vous voyez, n'a pas de définition déposée au pavillon des poids et mesures des neurosciences, comme aujourd'hui l'empathie, et donc il flotte, et il flotte hélas en créant cette confusion chez beaucoup de gens qui ne savent plus très bien, finalement, des fois, qu'est-ce que veut dire un mot et l'autre. Ben oui, parce qu'il y a deux définitions complètement opposées sur le marché. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tisserand, pour votre conférence. Donc nous vous donnons rendez-vous sur la place des solutions pour que vous puissiez échanger jusqu'à 16h30 avec tous ceux qui sont porteurs de bonnes pratiques. Vous puissiez échanger des informations, vos cartes, monter des projets ensemble. Et puis je donne rendez-vous aux intervenants qui sont pressentis sur la table ronde de 16h30 ici même pour que nous puissions en discuter un petit peu. Je vous remercie beaucoup, puis à tout à l'heure à 16h30 dans ce grand amphithéâtre.